Imaginez un endroit où un adjoint nerveux, un père avisé et un petit garçon muni d'une canne à pêche ont fait sourire des millions de personnes. Depuis 1960, The Andy Griffith Show est synonyme de chaleur, d'humour et du monde paisible de Mayberry. Pourtant, derrière cette idylle se cachaient des secrets étonnants. Le célèbre générique avait initialement des paroles. Opie ne lançait pas vraiment le caillou lui-même dans le lac lors de l'introduction. Et le célèbre coin de pêche ne se trouvait pas en Caroline du Nord, mais en plein milieu de Los Angeles. Même en coulisses, tout n'était pas aussi harmonieux qu'il n'y paraissait à la télévision. Dans cette vidéo, nous découvrons 7 vérités surprenantes sur la série qui étonneront même les fans de longue date. Restez avec nous jusqu'à la fin, car l'histoire la plus émouvante montre pourquoi Mayberry reste inoubliable encore aujourd'hui. On. Le célèbre générique avait en fait des paroles. Il suffit d'entendre les premières notes siffler pour que des millions de téléspectateurs se sentent immédiatement transportés à Mayberry. On y voit Andy et Opie marcher le long du chemin vers le lac avec leurs cannes à pêche, tandis que l'une des mélodies les plus célèbres de l'histoire de la télévision résonne en arrière-plan. Pourtant, ce sifflement apparemment simple cache un secret surprenant. Le générique de The Andy Griffith Show était initialement prévu pour être une véritable chanson et possédait même des paroles complètes. Le morceau s'intitulait The Fishing Hole et a été composé par Earl Hagen et Herbert Spencer. Hagen aurait développé la mélodie en seulement 10 à 15 minutes. C'est d'ailleurs lui qui a enregistré le célèbre sifflement. Plus tard, l'acteur Everett Sloan a écrit des paroles adaptées décrivant une journée de détente au coin de pêche. Andy Griffith a même enregistré une version chantée parue en 1961 sur son album Songs, Themes and Laughs from the Andy Griffith Show. Pour le générique, les producteurs ont toutefois délibérément choisi de se passer du chant. Ils ont réalisé que le simple sifflement avait un impact bien plus fort. Il n'expliquait rien, et pourtant, il disait tout. Le calme, l'amitié, l'enfance et le sentiment d'un monde plus simple se trouvaient dans ces quelques notes. C'est précisément parce que les mots ont disparu que la mélodie est devenue inoubliable. 2. Opie n'a pas provoqué lui-même la célèbre éclaboussure, l'introduction de The Andy Griffith Show compte parmi les images les plus mémorables de l'histoire de la télévision. Andy et Opie se dirigent vers le lac avec leurs cannes à pêche, tandis que le petit garçon semble lancer sans effort un caillou dans l'eau. Au bon moment, une éclaboussure parfaite se produit. Pourtant, derrière cette scène anodine se cachait une astuce ingénieuse. Ron Howard n'avait que 6 ans à l'époque et ne pouvait pas lancer le caillou assez loin depuis sa position. À chaque tentative, la pierre tombait avant d'atteindre l'eau. Comme il ne fallait pas modifier l'angle de la caméra, l'assistant réalisateur Bruce Bilson a élaboré une solution inhabituelle. Un membre de l'équipe des accessoires s'est caché derrière un buisson près de la rive. Dès que Ron faisait son mouvement de lancer, l'homme jetait simultanément un second caillou dans le lac. C'est ainsi qu'est née la célèbre éclaboussure, alors qu'on avait l'impression qu'Opie avait réussi son coup lui-même. L'astuce était si parfaite que pendant des décennies, presque personne ne l'a remarqué. Ron Howard en a parlé plus tard avec humour et a même prouvé, bien des années après, qu'il était désormais tout à fait capable de faire ricocher une pierre sur l'eau. D'une petite difficulté sur le plateau est ainsi né l'un des moments les plus célèbres de la série. 3. Shona, le célèbre coin de pêche se trouvait en plein milieu de Los Angeles. Le lac paisible du générique semblait être, pour des millions de téléspectateurs, un petit coin caché de Caroline du Nord. Andy et Opie marchaient sur un simple sentier forestier, cannes à pêche à la main, comme s'ils entraient directement dans le monde paisible de Mayberry. Pourtant, ce lieu célèbre n'était en réalité même pas proche du sud des États-Unis. La scène a été tournée au Franklin Canyon Park, une vaste zone naturelle située entre Beverly Hills et Studio City. À quelques minutes seulement des rues les plus luxueuses de Hollywood, les angles de caméra, les arbres et un étroit sentier ont transformé le paysage californien en ce qui semblait être la paisible bourgade de Mayberry. Franklin Canyon était un véritable caméléon. D'autres productions comme The Brady Bunch, Twin Peaks, NCIS et même Purple Rain ont plus tard utilisé ce lieu comme décor. Le même lac pouvait paraître tantôt comme une petite ville paisible, tantôt comme une forêt mystérieuse.
Alors qu'Andy et Opie semblaient s'enfoncer dans une nature vierge, des caméras, des véhicules et des membres de l'équipe de tournage se trouvaient probablement juste derrière les arbres. C'est précisément là que résidait la magie de la série. Recréer, en plein Los Angeles, un endroit que les spectateurs ressentaient comme un véritable foyer. 4. Don Knotts a quitté la série à cause d'un malentendu lourd de conséquences. Barney Fife était nerveux, excessivement ambitieux et souvent totalement dépassé. Pourtant, il est devenu l'un des personnages les plus appréciés de The Andy Griffith Show. Lorsque Don Knotts a soudainement disparu après la 5e saison, de nombreux spectateurs ont soupçonné des disputes, des problèmes d'argent ou des tensions en coulisses. Mais la vérité était bien plus tragique et, en même temps, étonnamment humaine. Andy Griffith avait déclaré dès le début que la série devait s'arrêter après 5 saisons. Don Knotts a cru son ami et a donc planifié son avenir à temps. Lorsqu'Universal lui a proposé un contrat pour plusieurs films de cinéma, il a signé. Ce n'est qu'ensuite que Griffith a changé d'avis et a décidé de poursuivre la série. Mais pour Knotts, il était déjà trop tard. Son contrat de film ne pouvait pas être annulé si facilement. Barney n'a pas eu droit à de grands adieux. Dans le scénario, il était simplement mentionné qu'il avait déménagé à Raleigh pour y travailler comme détective. Mais Mayberry n'a jamais vraiment pu le remplacer. Knotts est revenu plus tard à plusieurs reprises en tant qu'invité vedette et a remporté 2 autres Emmy pour ses apparitions. Au total, il a reçu 5 Emmy Awards pour le rôle de Barney Fife. Son départ a montré qu'il n'y a parfois pas besoin d'inimitié pour perdre quelque chose d'unique. Parfois, il suffit d'une décision qui arrive quelques semaines trop tard. 5. Derrière la gentillesse de Tante Bee se cachait un conflit profond. À l'écran, Tante Bee était le cœur chaleureux de Mayberry. Elle cuisinait, s'occupait d'Andy et d'Opie et apportait un sentiment de sécurité, même dans les moments difficiles. En coulisses, cependant, la relation entre Frances Bavier et Andy Griffith était nettement plus tendue. Griffith aimait les plaisanteries, les idées spontanées et une atmosphère décontractée sur le plateau. Bavier, en revanche, avait une formation classique et prenait chaque répétition très au sérieux. Elle considérait souvent les plaisanteries constantes comme un manque de professionnalisme, tandis que Griffith percevait son attitude réservée comme froide et distante. Des collègues ont rapporté qu'il fallait être très prudent dans les rapports avec elle. À cela s'ajoutait une douleur personnelle. Bavier se sentait de plus en plus étouffée par son rôle. Pour le public, elle n'était plus que Tante Bee, tandis que l'actrice derrière le personnage n'était presque plus perçue. Même son Emmy remporté en 1967 n'a pas pu effacer ce sentiment. En 1986, Andy Griffith et Ron Howard ont voulu lui rendre visite, mais Bavier ne les a pas laissés entrer. Ce n'est que quelques mois avant sa mort qu'elle a appelé Griffith pour s'excuser de son comportement difficile. Il l'a assuré qu'il l'aimait et qu'il lui avait pardonné depuis longtemps. Ce fut un adieu tardif et silencieux, et en même temps la réconciliation que Mayberry avait toujours promise à l'écran. 6. Le père de Ron Howard a aidé à réinventer Opie. Ron Howard n'avait que 6 ans lorsqu'il a décroché le rôle d'Opie Taylor. À cette époque, il ne savait pas encore lire. Pourtant, il paraissait étonnamment naturel devant la caméra. La raison en était son père, Rance Howard, lui-même acteur, qui préparait soigneusement chaque scène avec lui. Rance lisait chaque ligne à son fils, lui en expliquait le sens et lui faisait répéter les phrases jusqu'à ce qu'il les maîtrise parfaitement. Ron n'apprenait pas seulement ses dialogues par cœur, il visualisait la situation. Grâce à cela, ses paroles ne sonnaient jamais comme un texte récité, mais comme les pensées sincères d'un véritable enfant. Mais Rance Howard a fait plus encore. Dans les premiers Jets, Opie était écrit comme un petit garçon de télévision impertinent et excessivement malin. Rance trouvait cette représentation peu crédible et en a parlé directement à Andy Griffith. Il a suggéré de montrer un Opie plus respectueux, plus sincère et plus enfantin. Griffith a immédiatement compris qu'il avait raison et les auteurs ont modifié le personnage. D'un rôle d'enfant ordinaire est ainsi né le cœur émotionnel de la série. La relation entre Andy et Opie semblait si réelle parce qu'un père comprenait exactement ce qui rendait son fils spécial devant la caméra. 7. Return to Mayberry est devenu un événement télévisuel massif. Près de 20 ans après la fin de la série, Mayberry est revenu une dernière fois en 1986. Le téléfilm Return to Mayberry
a réuni 16 membres de la distribution originale et est devenu le téléfilm le plus regardé de la saison 1986. Pour des millions de téléspectateurs, c'était comme si de vieux amis rentraient enfin à la maison après une longue absence. Andy Taylor vit désormais hors de Mayberry et y revient avec Helen car Opie va bientôt devenir père. Pendant ce temps, Barney travaille comme shérif par intérim et espère pouvoir occuper le poste de façon permanente. Lorsqu'Andy envisage d'abord de se présenter lui-même, il réalise à quel point ce rêve est important pour Barney et se retire par amitié. Mais Barney apprend la vérité. Lors d'un rassemblement électoral, il renonce à sa propre candidature et demande aux habitants de voter pour Andy à sa place. Andy gagne et nomme à nouveau Barney comme son adjoint. En même temps, après des décennies, Barney épouse enfin Thelma Lou. Frances Bavier n'a pas pu revenir en raison de sa maladie. Tandby était déjà décédé dans l'histoire, et Andy se recueille sur sa tombe lors de l'un des moments les plus émouvants du film. Return to Mayberry était plus qu'une simple réunion. Cela prouvait que ces personnages et leurs amitiés n'avaient jamais vraiment quitté le cœur des téléspectateurs. The Andy Griffith Show était bien plus qu'une simple comédie sur une petite ville américaine. Derrière le quotidien paisible de Mayberry se cachèrent des astuces surprenantes, des décisions difficiles et de véritables conflits humains. Le célèbre générique avait des paroles, le lancer de pierre d'Opie était soigneusement mis en scène, et même le paisible coin de pêche se trouvait en plein milieu de Los Angeles. Pourtant, les histoires les plus émouvantes ne sont pas nées de trucage de caméra. Don Knotts a perdu son rôle régulier à cause d'une décision modifiée trop tard. Frances Bavier et Andy Griffith ne se sont retrouvés que peu de temps avant leur mort. Et le père de Ron Howard aidait à faire d'Opie un personnage qui, pour des millions de téléspectateurs, ressemblait à un véritable enfant. C'est peut-être précisément pour cette raison que Mayberry reste inoubliable aujourd'hui. La série ne montrait pas un monde parfait, mais un monde où les gens faisaient des erreurs, se pardonnaient et restaient soudés malgré tout. Laquelle de ces 7 histoires vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires cachées de l'âge d'or de la télévision.